La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, sortir les artistes de l'isolement, une campagne de sociofinancement pour le projet Agencement. Puis après avoir discuté avec beaucoup d'artistes du milieu, après avoir été consulté des organismes culturels et artistiques, on a constaté qu'il y avait un manque au niveau du soutien spécifique à l'artiste. Les perséides à mi-parcours, les impressions du directeur de la programmation. Je suis très content, puis le public a vraiment répondu, a bien aimé le film, a répondu présent et a témoigné son grand amour du film. Et puis pour le film de clôture, les grandes amitiés du cinéma qu'on souhaite mettre de l'avant. Depuis quelques années, on collabore avec le Festival Cinéma de Bayou. Élections municipales. Vivre en ville présente ses 12 travaux aux candidats. Ou des endroits où on pourrait faire un peu plus de densité, où on pourrait mettre davantage de logements. Toutes des choses que il faut que les villes soient un peu obsédées, puis il faut même qu'elles soient proactives. Pourquoi pas, dans certains cas, pour débloquer des dossiers, la ville ne devient pas propriétaire du terrain. Les gravures de Jocelyne Arsenault au Centre d'art de Percé. Ce sont des gravures qui sont faites sur du cuivre, des plaques de cuivre. Ça peut être du zinc, ça peut être de l'aluminium, mais c'est sur du cuivre, c'est un choix. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout le territoire. Berthelot Meubles de Cap d'Espoir, à votre service depuis plus de 37 ans. Nous recevons aujourd'hui Sarah Beaupré, coordonnatrice de l'initiative Agencement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, ainsi que Laurie Bellumeur et Jessica Payeur, consultantes externes pour le Centre psychologique pour artistes, pour parler d'une nouvelle initiative qui vise à briser l'isolement des artistes et créatifs de la région, particulièrement en saison hivernale. Pour lancer cette initiative, une campagne de sociofinancement de 25 000 $ est actuellement en cours sur la plateforme La Ruche. Nos invités nous expliquent les objectifs et les détails de cette mobilisation. Le Centre psychologique pour artistes, en fait, le principe derrière cet organisme-là, c'est principalement pour créer des ponts entre les milieux artistiques et entrepreneuriaux, entre autres. Donc, c'est vraiment pour permettre aux artistes et aux créatifs, donc on parle pas juste d'un artiste avec un statut reconnu, on parle aussi d'un créatif, quelqu'un qui se considère comme un artiste. Donc, pour pouvoir faire en sorte qu'on ait des écosystèmes qui soient créés autour des gens quand ils bâtissent un projet. Donc, bel exemple qu'on peut dire, c'est que lorsque vient le temps de, par exemple, s'occuper d'un jardin, une plante, ben, elle a besoin de terre, de nutriments, de soleil, d'eau. Donc, le centre psychologique par artiste est principalement, en fait, ce qui va dans la terre. Donc, s'assurer que la terre, elle est fertile, qu'elle reste fertile. Et c'est vraiment axé sur des initiatives en collaboration
Donc, de créer des projets, de supporter des projets qui sont déjà existants. Et la particularité qui est importante de faire comme nuance, des fois, les gens vont penser que le Centre psychologique pour artistes offre des ateliers, des interventions individuelles. Donc, avec un individu qui peut, par exemple, être en situation de crise, qui a un besoin d'un soutien psychologique immédiat. Le Centre psychologique pour artistes, c'est pas sur ça qu'ils vont se concentrer. C'est vraiment en amont. S'assurer que la santé, au sens global, elle est bien supportée et il y a des ressources qui existent spécifiquement pour les gens qui auraient des besoins plus en accompagnement un à un. Ils vont offrir différentes aussi activités de groupe, donc certains ateliers, style atelier conférence ou atelier interactif pour que les gens, quand ils participent, il y a beaucoup d'activités qui sont en ligne, qui sont faites. Quand les gens y participent, et on a un esprit de groupe, de communauté. Puis c'est vraiment axé sur le de pas se sentir seul, justement. Ben justement, ben, ça va nous connecter justement à la campagne de sociofinancement qui est sur la ruche, qui soutient, si j'ai bien compris, l'initiative locale de l'agencement Gaspésie-Îles de la Madeleine. J'ai une question peut-être par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut faire un portrait, parce que je comprends que ce projet c'est pour briser l'isolement des artistes de la région. Est-ce que comment vous avez pu établir comment ça, si on pouvait faire comme un portrait, je pense, ou un reflet des artistes, est-ce qu'ils vivent justement en étant en région? Ben, c'est ça. Moi, ça fait une douzaine d'années que je suis dans la région, principalement dans les MRC Côte-de-Gaspé et Rocher-Percé. Donc, je suis une artiste moi-même. J'ai travaillé dans le milieu de l'accompagnement, soit en massothérapie. Là, j'étudie en sexologie depuis quelques années. Puis, après avoir discuté avec beaucoup d'artistes du milieu, après avoir été consulter des organismes culturels et artistiques, on a constaté qu'il y avait un manque au niveau du soutien spécifique à l'artiste et aux acteurs culturels. On les inclut aussi là, dans le projet agencement. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs organismes d'accompagnement en santé mentale. Il y a des organismes de gestion de crise. Mais comme Laurie le disait si bien, nous, c'est vraiment de pouvoir cultiver une hygiène en santé mentale, de pouvoir offrir des outils spécifiques pour les gens qui sont dans le milieu artistique et culturel, pardon. Est-ce que c'est parce on a cette image un peu comme la Gaspésie aussi, puis le milieu touristique, où c'est un peu comme timé avec ce rythme saisonnier. Est-ce que les artistes en général, je ne sais pas si c'est le bon terme, là, subissent aussi un peu cette montée puis cette descente un petit peu Ben oui, aussi, c'est ça, c'est très, très intense l'été. Tu sais, comme là, moi, je travaille aussi pour le Festival Musique du bout du monde. On vient de terminer. Puis c'est très, 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 très intense. On a fait 65 heures en une semaine. Puis là, après ça, il y a un crash. Il faut se remettre de ça. Puis après ça, l'offre au niveau culturel est de plus en plus diversifiée tout au long de l'année, mais ça reste qu'il y a un bon gap là, entre la saison estivale et le reste de l'année. Aussi, on sait que le territoire est très vaste, donc pour les artistes, ça peut devenir un enjeu aussi de se déplacer sur le territoire, donc le restant de l'année. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voulait faire quelque chose de vraiment spécifique pour Gaspésie, île de la Madeleine, parce que si on regarde à Montréal, les régions entourant, c'est pas la même réalité. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi là, de me focusser sur la région ici. Et ben, ma question serait, comment est-ce qu'on peut justement sortir de l'isolement un artiste, quelqu'un qui serait justement voué à vivre un peu ces creux? Ben, c'est de créer une communauté autour de l'artiste. Donc, c'est pour ça qu'on commence par des activités, des rencontres qui se feront en ligne. Donc, pour la période, disons à partir d'octobre, fin octobre jusqu'à début juin, ça va être principalement des rencontres en ligne, en virtuel, avec des conférences, des rencontres pour stimuler la créativité, pour donner des outils spécifiques, pour que les gens puissent se rencontrer d'une autre façon. Puis après ça, on veut pouvoir,
parce qu'on sait qu'en ligne, souvent, il y a une fatigue qui vient avec ça, de pouvoir faire des activités en personne où est-ce que les gens peuvent se rassembler. Donc ça va être plus au niveau estival. J'avais commencé à discuter aussi avec certains agents de développement des différentes MRC que ça pourrait être intéressant que moi, je me déplace même durant l'hiver pour qu'il y ait des petits cocons qui puissent se faire autour, qu'on puisse associer mon visage, mon énergie en personne pour que ce soit plus là... que ça crée une colle communautaire un peu, là, si on veut. D'accord. Alors pour ça, le fait de lancer une campagne de sociofinancement, c'est pour justement financer tout ce projet-là. Est-ce que c'est sur combien de temps est-ce que c'est pour partir sur une année? À quoi va servir l'argent? Donc, nous, on souhaiterait partir. Le premier événement serait prévu pour la fin octobre. Donc, c'est sûr que il y a le site Internet, il y a les différentes plateformes qu'on va utiliser. On veut que la diffusion soit de qualité. On veut que les événements aussi en personne puissent être diffusés aussi pour pouvoir garder ce lien-là euh, euh, dans la communauté artistique et culturelle tout au long de l'année. Donc, ça va être entre autres pour ça. On veut aussi pouvoir inviter des conférenciers, des artistes qui veulent partager leur vécu, puis on souhaiterait pouvoir rémunérer ces personnes-là. On veut pas que ce soit fait par bénévolat parce on veut que c'est important qu'on puisse reconnaître le travail qui est fait derrière ces partages-là. Donc, c'est pour financer là, un peu tout ça. Je ne sais pas si Jess, tu voulais ajouter un peu là-dessus. Oui, peut-être. En fait, nous, d'un côté de la campagne de financement, on est tu sais, en train d'appeler des compagnies, des entreprises, surtout en Gaspésie, aux îles de la Madeleine. Si je prends par exemple, on a déjà fait des démarches avec Paul Airlines, ben, si eux nous donnent une commandite, ça se peut que ça soit en service puis que ça puisse défrayer des frais de déplacement pour les artistes qui participent. Fait que, tu sais, il y a un peu cet enjeu-là là, au travers de la campagne, je dirais. D'accord, parce que tous ceux qui nous écoutent donc peuvent participer pour contribuer, j'imagine, en allant sur le site de la Ruche et donner le don qui soit pour pouvoir justement soutenir ce projet-là, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Oui. Puis il y a des contreparties aussi comme publicitaires, là, s'il y a des entreprises qui veulent se faire connaître un peu plus dans cette clientèle-là. Voilà. Et puis les artistes qui voudraient bénéficier maintenant de tout ce dont on parle, euh, est-ce que ils peuvent vous contacter ou comment ça se passe pour justement faire partie un petit peu de cette démarche pour briser l'isolement? Là, on a une page Facebook, une page Instagram et une page LinkedIn pour le projet Agencement Gaspésie de la Madeleine. Il y a un sondage d'intérêt pour les différents artistes aussi pour collecter les sujets d'intérêt pour les artistes. On a déjà quelques pistes, mais le plus d'informations qu'on va avoir, le plus concret, ça va pouvoir être pour les bénéfices des artistes et des acteurs communautaires, culturels, pardon. Aussi, ils peuvent m'écrire directement. Moi, mes informations sont partout. Mon courriel, mon numéro de téléphone est accessible sur toutes ces pages-là. Donc, que les gens se gênent pas du tout. Là, je réponds rapidement à mes messages. Puis, ça me fait vraiment plaisir là, de communiquer avec eux. Parce que Peut-être ajouter comme précision, la façon dont ça fonctionne, c'est que les gens, en fait, ils vont, parce que oui, on a les sondages pour avoir les idées des thématiques et tout, mais on s'entend qu'il y a assurément des gens qui vont nous entendre aujourd'hui, qui vont dire, oui, moi, j'ai envie de participer, d'être un participant ou une participante. Donc, le principe, c'est d'aller sur la plateforme avec la ruche. Dans la campagne de sociofinancement, il y a possibilité de pouvoir justement prendre son abonnement, puis de passer par la campagne de sociofinancement. À ce point-ci, ben, on a l'équivalent de un mois gratuit qui est donc sur l'année. On a un mois qui est gratuit, donc ça permet d'avoir... C'est 2 mois gratuits même, en Deux fait. mois gratuits, C'est 2 mois me gratuits, donc semble. ça permet d'avoir des rabais donc sur un abonnement qui est annuel finalement. Puis après ça, ben, il y a les petites activités que les gens peuvent contribuer pour euh, aller à la pièce, donc l'achat à la pièce de différents ateliers qui vont y avoir en fonction des thématiques qui peuvent les interpeller et les intéresser. Parce que j'imagine qu'en tant qu'artiste, des fois, on peut
ne pas se considérer des fois isolé parce qu'on s'adapte à ce rythme, tout ça. Mais ce que je peux comprendre, c'est que dans le fond, ça serait quelque chose qui permettrait aux artistes de quand même ajouter peut-être des activités ou des choses pour pouvoir créer des liens. C'est bien ça que je comprends. Oui, exactement. Puis de pouvoir aussi co-créer, tu sais, ça, c'est un bel aspect aussi. Quand j'avais commencé à discuter avec le CPPA, il m'avait parlé de trois règles c'est au Saguenay. Puis eux autres, c'est en personne. C'est dans un genre de bar qui font ça, mais ils font des rencontres artistiques où est-ce que les gens ont des standards précis qu'il faut qu'ils créent à partir de ça. Puis ça fait souvent, les gens se rencontrent, ils sont inspirés par ce que les autres présentent, puis ils peuvent faire des co-créations. Fait que ça peut faire des super beaux moments de rencontre aussi, là. Mm. Surtout en lien avec la santé mentale, c'est souvent des sujets qui peuvent être très inspirants, là, dans le milieu artistique. D'accord. J'ai envie d'ajouter, tu sais, vous dites que des fois, tu sais, en tant qu'artiste, on s'adapte à cette réalité-là, on sent pas forcément l'isolement. Ben, justement, si on sent pas qu'on est isolé, pourquoi pas mettre en place dès maintenant des structures de communauté pour s'assurer de pas vivre cet isolement-là parce que, par expérience avec les artistes ou même un humain tout court qui côtoie pas personne, va vivre à un certain moment un isolement et donc, quand on est au moment de l'isolement, on est en situation de crise, c'est pas le moment qu'il faut bâtir ce réseau-là, puis il faut créer quelque chose. Donc, il faut le préparer en amont pour s'assurer que quand on a un besoin qui est là, ben, il y a déjà les structures en place pour le combler, ce besoin-là. C'est bien dit. Bah, merci en tout cas beaucoup pour ces ajouts-là. Est-ce que, donc je fais un petit rappel pour pouvoir justement avoir plus de détails. On va sur agencement Gaspésie de la Madeleine, c'est bien ça. On va trouver, j'imagine, sur les réseaux sociaux de quoi, j'imagine, contacter quelqu'un. Agencement Gaspésie-les-Îles sur la campagne de sociofinancement de La Ruche. Donc, quand les gens vont chercher sur le site web ou même sur le moteur de recherche, rechercher La Ruche, Gaspésie, projet agencement Gaspésie-les-Îles, et les gens vont être en mesure de trouver l'information. D'accord. Et une dernière chose, je voyais dans le communiqué justement qu'il y avait comme on parle de ce socio-financement-là sur la ruche, mais je comprends qu'il est soutenu aussi ce projet-là par le milieu. On parlait tout à l'heure, tu parlais du Festival Musique du Monde, mais je voyais qu'il y avait une liste quand même de partenaires là qui vous supportent. Ce sont des gens qui vous supportent aussi financièrement ou de d'autres façons? Pour l'instant, on a reçu des lettres d'appui. On avait besoin de lettres d'appui pour le fonds d'impact du milieu. Donc, on a reçu le soutien du Festival Musique du Bout du Monde, Festival en chanson de Petite-Vallée, Culture Sauvage qui est dans Rocher-Percé également, voilà, donc MRC de la Côte de Gaspé. Pour l'instant, c'est ça. On a commencé un partenariat aussi avec MRC Bonaventure. Je fais un suivi là, avec toutes les MRC du territoire. Donc, ça, c'est vraiment intéressant là, à ce niveau-là. Puis les différents agents communautaires, pardon, de la région, donc pour s'assurer qu'on puisse travailler main dans la main avec tous les organismes qui sont sur place. Est-ce qu'il y a une date, je ne sais pas s'il y a des inscriptions autour de ça, comme artiste, quelqu'un voudrait pas, je veux dire, faire participer de ce programme-là, ou est-ce il y a des dates autour de ça, comment ça fonctionne? Donc, actuellement, bon, pour on va dire, appelons ça le pré-achat, donc au niveau de la campagne de sociofinancement, à ce point-ci, on est le 18 août. Il nous reste 44 jours pour récolter la somme de 25 000 dollars. Ce qui est important à noter, c'est que si quelqu'un se dit, oh, moi, je vais attendre à la fin de la campagne, qui est autour de début octobre, ben, c'est que ce qui va se produire, c'est que si les gens font l'achat après, à prendre en note et à garder en tête que si on n'atteint pas l'objectif de 25 000 dollars, même si on a récolté, par exemple, 23 000 dollars, ben, on ne récupère pas cet argent-là. Donc, avec la campagne de sociofinancement, c'est tout ou rien. Donc, c'est pour ça qu'on encourage les gens à participer et à encourager financièrement dès maintenant, au lieu d'attendre de le faire à la fin de la campagne ou après la campagne.
mentionnes un bon point, Laurie, là. Ça me donne peut-être l'occasion de rajouter un petit détail. En fait, Sarah a mentionné le fonds Impact. Le fonds Impact, c'est un fonds qui est sur la ruche qui double le montant. Fait que dans le fond, nous, en ce moment, c'est pas comme si on allait chercher 25 000, on va chercher 50 000 parce qu'on a fait des démarches pour avoir ce 25 000-là supplémentaire. Et il y a aussi la Caisse d'économie solidaire des Jardins qui nous a aussi attribué un 20 000. Donc, dans le fond, on a déjà fait beaucoup d'efforts, beaucoup de démarches. Si on n'atteint pas le 25 000, on a travaillé un peu dans le beurre, donc on doit l'atteindre. Oui, ben, je pense peut-être ajouter que c'est pour ça qu'en fait, on est en campagne actuellement massivement pour en parler du projet, pour justement, parce que c'est un projet qui tient à cœur autant qu'il est nécessaire dans la communauté, qui nous tient à cœur également, et on a mis beaucoup de temps, d'énergie, d'efforts pour qu'on puisse avoir ce projet-là qui existe, qui voit le jour, avec Sarah en plus, qui est tout sourire, tout souriante, toujours partante à aider dans la communauté. Donc, on a vraiment le souhait que le projet soit mené à bien. S'il y a des entreprises aussi qui ont le désir de contribuer, s'ils vont voir sur la campagne qu'ils souhaiteraient contribuer puis que c'est pas indiqué sur la campagne, contactez-nous. On a aussi on peut faire un package qui est vraiment individualisé, personnalisé. Donc, on est super ouvert à ce type de collaboration-là. Donc, puis les individus, même si certains sont peut-être pas des artistes ou des créatifs, mais qui ont le souhait que ce projet-là voit le jour, ben, c'est possible également de le faire. Il y a des contributions avec et sans contrepartie. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là aussi. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton Pabot que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour aller lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Alors que le festival Les Perséides bat son plein, nous recevons aujourd'hui son directeur de la programmation, Guillaume Wallen, pour faire le point sur cette 17e édition. Il nous fait part de ses impressions à mi-parcours sur une programmation qu'il juge de grande qualité, marquée par de nombreux films en primeur, une collaboration spéciale avec la Louisiane et un hommage à l'acteur Roy Dupuis. Guillaume Wallen nous partage ses coups de cœur de cette semaine intense et chaleureuse dédiée au cinéma d'auteur. Quand vous avez fait le lancement de la programmation, tu avais nommé, bon, je ne sais pas si c'est tes mots exacts là, mais c'était comme un peu ton coup de cœur de cette année, était comme particulier par rapport, c'est ce que j'ai compris quand tu t'es exprimé. Et dans le fond, ce que je comprends, c'est que quand tu vas chercher de la programmation pour l'offrir à un festival comme ça, c'est comme donner aussi une partie de toi-même un petit peu. Alors, je voulais quand même t'entendre un peu sur comment tu te sens quand tu viens offrir, entre guillemets. Je sais que vous êtes toute une équipe là, mais quand même en tant que directeur de la programmation. Et là, on est à mi-festival d'offrir la programmation. Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour toi cette année? Cette année, je trouve que on laisse la chance, on donne la chance aux cinéphiles de découvrir des films en primeur. Il y a une compétition officielle, je trouve, de grande qualité cette année, avec 10 films qu'on découvre avant leur sortie nationale au Québec, même
peut-être même internationales, des films qui ont souvent circulé seulement en festival avant de les voir en salle. Donc cet aspect-là pour découvrir des films et faire rayonner le festival autrement avec sa sélection officielle, je suis très fier, très content. Et aussi, bon, c'est sûr qu'il y a des coups de cœur, il y a des cartes blanches, des moments où je laisse vraiment ma cinéphilie puis mon amour pour le cinéma s'exprimer à travers les films. Par exemple, le film d'ouverture qui était gaspésien, une œuvre méditative. C'est un film audacieux quand même pour débuter un festival parce que c'est très lent. D'un point de vue formel, pardonnez-moi l'anglicisme, c'est challengeant. Alors, pour cet aspect-là, je suis très content. Puis le public a vraiment répondu, a bien aimé le film, a répondu présent et a témoigné son grand amour du film. Et puis, pour le film de clôture, les grandes amitiés du cinéma qu'on souhaite mettre de l'avant. Depuis quelques années, on collabore avec le Festival Cinéma de Bayou, qui est à Lafayette, en Louisiane. On propose des courts-métrages gaspésiens là-bas avec une délégation gaspésienne. Et on n'a jamais réussi à les avoir avec nous. On les a souvent invités. Ça n'a jamais fonctionné. Et là, cette année, ils répondent présent. Et on propose un film à titre de film de clôture qui se nomme Pointe-Noire, qui se déroule dans les communautés cajuns de la Louisiane avec nul autre que Roy Dupuis, qui interprète le rôle principal. Alors, justement, cette célébration-là des échanges cinéma gaspésien, cinéma louisianais qui présente différents visages de la francophonie ici en Amérique du Nord, c'est formidable. Ça, je suis vraiment content. Et sinon, il y a plein d'autres activités qui sont vraiment plaisantes. Bon, je veux que ça soit un lieu vivant qui attire toutes sortes de personnes. Donc, il y a une soirée quiz qui se déroule ce soir. Sinon, une soirée karaoké, donc beaucoup plus festif. Et il y a des lancements. Il y a beaucoup d'activités qui tournent autour du cinéma qu'on propose. Par exemple, mercredi matin, on a fait un grand entretien avec Odile Tremblay, qui est membre de notre jury long-métrage. On est revenu sur sa carrière, sur ses grands coups en tant que critique. On a lu certaines critiques influentes, fortes de sa plume, de sa carrière avec le Devoir. Et ça, c'était vraiment formidable. Des beaux échanges. Les gens sont vraiment heureux. Mais surtout, ce qui est bien avec le festival, je trouve, c'est l'aspect chaleureux, l'aspect humain. Il y a des rencontres, il y a beaucoup de rencontres quand même. C'est une petite salle qu'on a, mais lors des échanges, on voit vraiment les cinéphiles avec peut-être des persillades dans les yeux, des étoiles, qui sont très heureux d'être là, puis de découvrir, rencontrer les artistes à proximité. Et il va y avoir la ciné-croisière aussi qui va avoir lieu samedi, dans laquelle on célèbre la carrière de Roy Dupuis. On va aborder certains des films phares, son éclosion nationale avec Les Filles de Caleb, et puis ses rôles forts comme par exemple Maurice Richard, il y a le général Roméo Dallaire dans l'adaptation du livre J'ai serré la main du diable. Donc, il y a plein de moments forts, je trouve, cette année. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment content. Il y a quelques moments de repos, mais très peu. Là. J'ai pas donné beaucoup de chance à l'équipe cette année. Ben justement, parle-nous un peu, parce que tu n'es pas tout seul. Il y a toute une équipe derrière ça, surtout durant cette semaine-là. Vous êtes combien, là, justement, à virevolter autour? Là, je pointe la bâtisse ici, mais je sais que c'est particulier aussi parce que vous êtes à Gaspé aussi et à L'Anse-à-Beaufils, il me semble. Oui, tout à fait. On est dans 3 lieux cette année à Gaspé, Cinéma Le Cube, la vieille usine à L'Anse-à-Beaufils pour les courts-métrages, qui est devenue notre nouvelle maison du court-métrage, et aussi ici au Centre d'art. Donc, nous ne sommes pas très nombreux. C'est sûr, à la vieille usine, il y a Jean-Pascal Langlois et Justin Lepitre qui s'occupent vraiment de ce lieu-là. Ici au Centre d'art, bon, c'est notre quartier général, donc il y a plus de gens. C'est là qu'on accueille les invités. C'est aussi, je trouve ça bien parce que le Centre d'art, c'est un bâtiment mythique, transformé en Centre d'art dans les années 50. Puis, il y a un charme tellement mignon ici, avec l'aspect lounge, la salle de cinéma et tout. Donc ici, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de personnes. Il y a Ariane Bellil qui gère la coordination, la logistique et le camp de jour jeunesse aussi qu'on a cette semaine, qui est quand même beaucoup de travail. Il y a Faye Wong Gallery qui gère l'accueil des invités, le site web, la programmation aussi qui m'aide beaucoup. Donc vraiment, on n'est pas beaucoup, mais je suis vraiment fier de l'équipe.
Puis parle-nous un petit peu de l'aspect, parce que qui dit festival, on parle de prix aussi, et je sais qu'il y a un jury qui travaille à visionner les films. Est-ce que ça se fait tout là durant la semaine? Puis il me semble il va y avoir à un moment donné une remise de prix durant le festival. Oui, tout à fait. Il y a 5 membres du jury, dont un président qui est Emmanuel Schwartz, grand comédien, metteur en scène, réalisateur. On a d'ailleurs présenté l'un de ses films, son dernier film, L'Avenir, à titre de film de préouverture. Donc, Emmanuel Schwartz, qui est là, Odile Tremblay, membre du jury long-métrage, ainsi que James DiSalvio, qui a réalisé beaucoup de vidéoclips dans les années 90 avec Jean Leloup, qui travaille sur un film dont j'ai peu de détails, qui est un genre de film, opéra très artistique, très curieux de voir. Puis aussi qui a fondé le groupe Brandvan 3000. Et puis pour le jury court-métrage, il y a Karine Leblanc, qui est une artiste multidisciplinaire de la région, d'ici, de Percé. D'ailleurs, que j'ai rencontrée en Louisiane. On avait présenté un de ses films qu'elle a produit, qui se nomme Résonance, réalisé par Lucille Paris-Canet. Donc, qui a une main un peu dans le cinéma. Et aussi Rachel Monnier, qui est une artiste d'ici également, qui a fait des courts-métrages d'animation dans les années 2000. Donc, en fait, elles ont la tâche de regarder 37 courts-métrages à la vieille usine. Il y a 6 programmes de compétition officielle avec beaucoup d'artistes aussi invités. Donc, c'est vraiment une semaine intensive pour elles de visionnement. Puis aussi pour le jury long-métrage, c'est exigeant parce qu'il y a beaucoup de propositions audacieuses. C'est sûr, il y a du cinéma plus grand public en compétition officielle. Je ne vais pas les nommer, là, je ne vais pas teinter l'opinion des gens, mais ça varie. Il y a du cinéma d'animation, il y a du documentaire, il y a de la fiction internationale, québécoise. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis pour terminer, je sais que les gens qui nous écoutent, ils vont sûrement voir ce reportage après le festival, mais j'aimerais quand même, si toi tu devais nous partager un coup de cœur, parce que toi est-ce que tu as tout visionné pour pouvoir offrir cette programmation en partie? Puis si tu avais un coup de cœur à nous partager d'un film, peut-être au moins un long métrage ou court métrage, c'est lequel que tu nommerais? Pour le coup de cœur, en fait, je vais y penser, mais pour la programmation, oui, j'y travaille depuis l'année passée, parce qu'il y a certains films qu'on n'a pas pu présenter cette année, que là, on présente enfin 1 an plus tard. Donc pour ça, c'est une programmation qui est songée depuis quand même un bon moment. Je vais dans des festivals, il y a le Festival Regard au Saguenay de court-métrage. C'est là que je fais le plein, vraiment, de court-métrage. J'ai eu la chance d'aller en France aussi. On avait un partenariat l'année passée avec le Festival du film d'Amiens, qui est dans le nord-est de la France, près de la Belgique. Puis, j'ai pu voir vraiment du cinéma d'auteur audacieux là-bas, très lent peut-être, qui peut dérouter beaucoup de gens, mais j'ai trouvé ça vraiment formidable. Mais sinon, pour le coup de cœur, j'ai beaucoup aimé le film Köln 75, là, qui revient sur la création de l'album mythique de Keith Jarrett, grand pianiste jazz américain. Puis, ce film-là, un peu à la façon de Almost Famous, presque célèbre, de Cameron Crowe, réalisé en 2000, si ma mémoire est bonne, où on suit l'amour des... On est à l'envers du décor. Ceux et celles qui font que ces spectacles-là existent. Oui, il y a les artistes, sans eux, ça n'existerait pas, bien sûr, mais il faut quelqu'un pour les faire, ces spectacles-là. Puis c'est aussi nous, ce qu'on fait avec le festival, c'est beaucoup de travail. C'est pas nous qui rayonnent, c'est pas le but, c'est pas pour nous, c'est pour les artistes, mais de voir ça naître, c'est vraiment bien. Puis je pense que le film, on sent vraiment le travail, surtout, il faut beaucoup de détermination. C'est pas facile pour elle, c'est inspiré d'une histoire vraie en plus. Donc ce film-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a eu sa première mondiale à Berlin, à la Berlinale, en février. Et là, le fait de l'avoir ici, c'est formidable. Sinon, Reinas, qui joue en ce moment, au moment où on fait l'entrevue, qui se déroule au Pérou. 2 sœurs qui doivent quitter avec leur mère le pays. Ça se déroule dans les années 90, alors que le pays est en grand tumulte, grande crise sociale, politique avec le Sentier lumineux, le Sendero Luminoso. Et là, c'est les au revoir entre émerveillement, grande crainte, angoisse, très touchant. Ouais, ça, c'est des bons coups de cœur pour moi. Il faudrait en nommer plein. Parce que comme tous ces films que tu cites, puis on voit bien que le festival, tu parlais tout à l'heure les termes de cinéma d'auteur, et puis c'est comme des films des fois
plus lent ou c'est un rythme différent. Comment tu positionnes ce type? Parce que je vois ça comme c'est sortir les gens un peu de, je vais nommer des termes, Netflix ou le Hollywood ou le cinéma qu'on est habitué peut-être à voir ailleurs. Vous avez comme une mission un peu, j'ai cette impression-là de toucher les gens, mais autrement par le cinéma. Certainement. Le cinéma est en difficulté. Les gens vont de moins en moins en salle. Donc, et aussi, le cinéma d'auteur n'est pas celui qui rayonne le plus. Mais en festival, on est en salle, on est pas confiné, c'est pas le bon terme, mais on se réserve un moment, un temps pour voir du cinéma sur grand écran. Et c'est la meilleure façon de voir du cinéma d'auteur, ne pas être dérangé. Parce qu'en salle, on sort pas nos cellulaires, on reste vraiment avec le film et surtout avec des propositions plus exigeantes. C'est important d'être là et d'être vraiment avec l'écran. Donc, c'est une façon de découvrir le cinéma autrement, autrement qu'à la maison, que sur des plateformes, que sur le cellulaire ou l'ordinateur. Là, c'est vraiment un système de son surround 5.1 avec une qualité de projection de grande qualité. Oui, c'est pour ça que je trouve ça bien d'avoir une fenêtre aussi forte pendant 7 jours, c'est long, pendant le festival pour vraiment faire le plein de 7e art de cinéma d'auteur. En Gaspésie, bon, il y a quelques cinémas qui existent, mais surtout commerciaux. Il y a des ciné-clubs très pertinents, ils existent, Ciné-Lune à Gaspé, Ciné-Étoile à Carleton-sur-Mer. Mais ici, sinon, bon, c'est assez pauvre. Alors quand il y a des festivals comme Vue-sur-Mer, comme le nôtre, je pense que les gens sont très, très, très contents. C'est ça la mission. Puis je pense qu'on l'a réussi. Et là, on jase, mais c'est le prochain film qui commence, alors on y va? C'est parti? Oui. On est parti. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive, Pandora, qui évoque style et grand choix de configuration, et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Nous recevons aujourd'hui Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville, pour aborder les grands enjeux qui marqueront les prochaines élections municipales du 3 novembre. Dans un contexte où la crise du logement est devenue une réalité partout au Québec, s'ajoutant aux défis climatiques, l'organisme propose aux candidats et candidates la plateforme « Les 12 travaux de nos collectivités » pour les outiller face aux défis du 21e siècle. Notre invité nous parle de cette initiative et de la vision de l'organisme pour l'avenir de nos villes et villages. Vivre en ville, on est une organisation d'intérêt public qui, maintenant près de 30 ans, travaille avec tous les types de villes et villages au Québec pour faire en sorte de transformer positivement nos milieux de vie pour faire face aux différentes crises qui sont de plus en plus aiguës, que ce soit la crise d'habitation, la crise climatique, pour en faire des milieux de vie plus résilients, plus soutenables, mais qui apportent aussi du bien-être aux gens. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait là, depuis près de 30 ans. D'accord. Et quand on parle de villes et villages, je sais que les réalités peuvent être différentes. Si on parle par exemple d'un cas comme une grande ville comme Saint-Indémon, Gaspé, mais des plus petits villages qui sont ce qu'on a beaucoup aussi en Gaspésie. Oui. Est-ce que vous vous êtes confronté justement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des différences ou la démarche va être la même?
Il y a toujours des différences. C'est sûr que je vais pas vivre en ville, on travaille partout au Québec. C'est sûr que lorsqu'on arrive à Mont-Louis, on parlera pas de la même manière et des mêmes sensibilités que si je suis sur le plateau Mont-Royal à Montréal. Mais à la fin, c'est tous des endroits où ce qu'on habite, où ce qu'on vit notre vie, où est-ce qu'on a une habitation, où on a besoin de se déplacer, où le climat fait des siennes. Donc, à la fin, il y a quand même un tronc commun, mais c'est sûr que les réalités sont pas pareilles, mais il y a souvent des défis qui sont semblables. Vraiment, par exemple, nos 12 travaux pour les collectivités qu'on a développés, selon nous, s'adaptent à tous les types de milieux. Mais c'est sûr qu'on va moins parler de transport en commun, quoique on peut en parler aussi en Gaspésie que justement au centre-ville de Québec. Donc, c'est vraiment des enjeux qui finalement peuvent se reconnecter peu importe le type de collectivité, parce qu'il y a quelque chose qu'on fait toutes, c'est habiter dans une communauté pour la plupart d'entre nous. Et elles ont toutes des défis, puis les élections municipales, c'est un bon moment pour en parler. D'accord. Et justement, avant qu'on s'en aille pour faire la connexion avec les élections, quand vous avez présenté justement Vivre en ville, vous parliez pour le bien-être des gens. Comment est-ce que vous le définissez, comment ce terme-là, et il concerne, parce que c'est vrai que ça peut être très très large, mais comment est-ce qu'on arrive à ce point-là, puis quels sont les outils que vous metteriez en place pour ça? Vous avez raison, c'est relativement large la question du bien-être, mais c'est pouvoir vivre au quotidien, remplir ses besoins fondamentaux et plus de manière la plus épanouissante, mais en ayant aussi un impact limité, par exemple, sur l'environnement. Donc, il faut vraiment concilier les défis environnementaux qu'on a avec le fait de vivre une vie agréable. Mais vivre une vie agréable, c'est beaucoup de choses. Vivre une vie agréable, c'est avoir accès, par exemple, à des services et des commerces de proximité pour pas être continuellement dans sa voiture pour aller toujours plus loin pour s'acheter une pinte de lait. Ce qui existe dans certaines communautés, par exemple. Ça peut être avoir accès à une école. Ça peut être avoir accès à de la verdure dans certains cas. Donc, c'est vraiment une série de choses qui sont reliées à nos besoins fondamentaux comme être humain, mais qui doit se faire dans une perspective d'être soutenable aussi. Et est-ce que vous, donc, votre rôle, c'est vous supporter les municipalités là-dedans? C'est bien ça? Exactement. Une bonne partie de notre travail est de supporter les municipalités sur différents enjeux qui les concernent, qui concernent les milieux de vie, qui concernent les territoires. Ça va de l'urbanisme à la mobilité, en passant par les systèmes alimentaires, jusqu'à l'adaptation au changement climatique. Donc, une série de sujets qu'on couvre dans les 12 travaux, mais qu'on couvre aussi au quotidien en travaillant avec des dizaines de municipalités au Québec. D'accord. Alors justement, les élections s'en viennent, comme vous disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez que est-ce que c'est considéré là, ces points-là? On parle tous des problématiques qu'on peut avoir au niveau environnemental et climatique, et autres, que ça amène à des crises peut-être qui peuvent être sociales ou des choses comme ça. Est-ce que vous sentez les élections vont commencer dans peu de temps, mais comment vous voyez c'est quoi que vous faites comme constat présentement? Je suis assez content de constater que partout au Québec, malgré le contexte, je dirais, international difficile, malgré les incertitudes liées notamment aux guerres commerciales que mène Trump, au fait qu'on est sorti récemment, pas si longtemps que ça, d'une pandémie, que ça a bousculé beaucoup les gens, que les enjeux, notamment à caractère environnementaux, qui sont encore importants, les gens sont encore sensibles à ça. Je dirais, agréablement surpris, mais
on le sait, les gens les vivent, hein. Par exemple, les changements climatiques, on peut penser d'érosion côtière en Gaspésie. Mon père est gaspésien, j'ai passé mes étés en Gaspésie, je vois la différence sur la côte entre il y a 30 ans et maintenant. C'est pas, c'est une réalité qu'on vit au quotidien, donc, et ça se vit différemment partout au Québec, hein. Dans la région de Montréal, on va parler des pluies torrentielles qui posent beaucoup de problèmes d'inondation. Donc, je pense que les maires et mairesses vivent ce genre d'enjeu-là au quotidien, ce qui fait que l'enjeu environnemental est fort. Mais il y a aussi des enjeux sociaux. Des enjeux sociaux qui sont importants et je dirais liés à la question de l'habitation. Les gens ont de plus en plus de difficultés à se loger parce qu'ils manquent de logements, ils manquent de logements abordables. Lorsqu'on parlait de crise de l'habitation à une certaine époque, on entendait Montréal et Québec. C'est plus le cas. C'est rendu une réalité partout au Québec. C'est une réalité, par exemple, à Gaspé, où le taux d'inoccupation est très bas et on ne sait plus où mettre les gens ont de la difficulté à trouver. Donc, je dirais que la crise de l'habitation est probablement une nouveauté qui était moins présente il y a 4 ans, il y a 8 ans, il y a 12 ans. Et maintenant, là, tout le monde ne parle que de ça. Donc, vraiment, et les élus municipaux ont un rôle à jouer parce que c'est eux qui ont, par exemple, en main l'urbanisme et donc ils peuvent prendre des décisions qui peuvent un peu soulager la crise de l'habitation, même si le gouvernement du Québec aussi a un rôle à jouer. Donc, vraiment, je dirais que la nouveauté ou qu'est-ce qui sort de plus en plus, c'est la question de la crise de l'habitation, mais que d'autres enjeux liés à l'environnement sont aussi présents et que les gens veulent continuer à faire partie de la solution face aux défis qui nous attendent. Et pour prendre cet exemple concret là que vous citez comme la crise du logement, comme par exemple vivre en ville, qu'est-ce que vivre en ville pourrait apporter à une municipalité par rapport pour développer ou pour justement essayer de pallier à cette crise-là, par exemple? Nous, ce qu'on dit, c'est il faut que les machines municipales se mettre au service de la construction de logements, de la construction d'habitations. Il faut en faire plus vite et, et utiliser tous les bouts de territoire là, qu'on sous-utilise. On a tous des idées de bâtiments désaffectés qui sont pas utilisés depuis des décennies ou des endroits où ce qu'on pourrait faire un peu plus de densité, où on pourrait mettre davantage de logements. Toutes des choses il faut que les villes soient un peu obsédées, puis il faut même qu'elles soient proactives. Pourquoi pas, dans certains cas, pour débloquer des dossiers, la ville ne devient pas propriétaire du terrain pour en faire la revendre par la suite pour qu'un projet, que ce soit un projet d'habitation sociale ou privé, se fasse. Il faut vraiment appuyer sur l'accélérateur, sur la construction d'habitation et habitation qu'on va vouloir le plus verte possible, qui émettent pas de gaz à effet de serre, qui soit bien adapté au climat, parce qu'on peut pas s'attaquer à une crise sans s'attaquer à l'autre. Mais vraiment, c'est une chose que peuvent faire les villes et vivre en ville. On accompagne souvent des villes dans leur potentiel de développement, de redéveloppement, ou ce qu'on pourrait développer, parfois des outils, que ce soit réglementaires ou même budgétaires pour aller plus vite. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui nous apparaît important. Et je vous dirais qu'au début, je fais une tournée médiatique et politique. Je rencontre beaucoup d'élus, beaucoup de médias. Et je parle de plus en plus d'habitation plus que le temps passe parce que tout le monde m'en parle. Donc, c'est vraiment un enjeu important. D'accord. Est-ce qu'il y a une vision, des fois on projette, j'ai déjà entendu parler de ces fameuses villes 15 minutes ou des choses où on a un peu un idéal, on essaie de bâtir quelque chose d'idéal. Est-ce que on essaye d'atteindre par une certaine démarche au fur et à mesure des années quelque chose qui serait comme quelque chose d'idéal ou on essaye d'adapter? C'est quoi je sais, pas forcément pour vivre en ville, mais en général, au niveau politique. Nous, on en parle dans nos 12 travaux, la plateforme qu'on propose aux futurs candidats et candidates. Il nous apparaît évident que de conserver une certaine proximité dans notre quotidien, de pouvoir avoir accès proche de chez soi
le mieux étant à pied, mais sinon dans une courte distance en voiture. La majorité des services et commerces du quotidien nous apparaît quelque chose de très important comme idéal. Et souvent, les villages de Gaspésie ont déjà ça. Hein. C'est des choses que c'est tout à fait possible là, de pouvoir faire beaucoup de choses à courte distance. Et c'est très important pour la qualité de vie. De pas toujours à être dans sa voiture pour faire quoi que ce soit ou l'être de manière courte est quelque chose d'assez est un idéal qui est à la fois bon pour la qualité de vie parce que tu gagnes du temps mais également bon pour l'environnement. Tu te déplaces moins, tu émets moins de gaz à effet de serre, tu utilises moins de ressources. Donc, il y a quelque chose à conserver dans l'idée de proximité. C'est pour ça qu'on aime, même si on s'appelle vivre en ville, c'est pour ça qu'on aime beaucoup les villages. Ces villages où on retrouve cet esprit-là de proximité, mais souvent avec un esprit communautaire qui donne un certain filet social. Quand tu te connais, tu t'entraides. C'est quelque chose qui nous apparaît important à conserver, tout à fait conciliable avec les défis là, du 21e siècle. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui relie le passé et le futur, qui nous plaît beaucoup comme vision. D'accord. Et donc, j'aimerais parler un petit peu plus peut-être de ces, vous l'avez nommé déjà 2 fois, les 12 travaux, justement, c'est ce document qui est à qui il est destiné. Et dans le fond, pourquoi, c'est quoi son objectif? Les 12 travaux de nos collectivités, c'est 12 chantiers ou 12 engagements qu'on propose aux futurs candidats et candidates aux élections du 3 novembre prochain, qui vont avoir lieu partout au Québec, hein, dans toutes les villes et villages, pour faire face aux différents défis auxquels ils sont interpellés. Il ne faut pas oublier là, que les élus municipaux sont au front plus qu'avant, je dirais, de problèmes qui sont, dans certains cas, nouveaux. Je parle de la crise de l'habitation qui avant était réservée aux grandes villes, qui maintenant touche l'ensemble du Québec. Les questions d'adaptation au changement climatique qui touchent l'ensemble du Québec. Le fait d'avoir à faire notre part dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, on propose 12 travaux qui sont en systématique, urbanisme, habitation, écosystème, infrastructure naturelle, climat, énergie, mobilité, agriculture et alimentation, puis équité, éco-fiscalité. C'est vraiment ce que nous, on propose aux candidats, aux candidates comme plateforme ou inspiration de plateforme parce qu'il faut l'adapter à chacun de ces milieux. Dans certains cas, tu vas parler plus d'une chose, moins de l'autre. C'est pour inspirer les candidats et candidates et on pense que c'est le genre de choses qui doit maintenant, en 2025, se retrouver dans l'ensemble des plateformes si on veut être à la hauteur des défis qu'attendent les élus municipaux. Puis on sent un bel appétit. On est quand même assez content de la réception. Et on espère de voir encore des élus municipaux qui vont être au front sur ces enjeux-là à partir de 2025. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie, devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Arsenault. Je suis percéenne depuis quelques années. Je viens de la baie des Chaleurs, mais je demeure ici.
puis je suis bien. Donc, on est au Centre d'art de Percé où vous présentez 16 de vos œuvres de gravure jusqu'au 30 août. Parlez-moi un peu de ces gravures. Voilà. Alors, j'ai enseigné toute ma vie, puis j'ai toujours, en parallèle, j'ai toujours étudié pour essayer d'être une artiste. Je pense que ce soir, je commence à l'être. Bon, d'accord. Mais le propos, c'est que c'est en 2020, pendant la pandémie. Alors moi, j'ai tout organisé pour la gravure, j'ai mes cours, tout ça. Alors j'ai dit, je vais faire de la gravure. Et puis, ça a donné 23 des eaux fortes. Alors, ce sont des gravures qui sont faites sur du cuivre, des plaques de cuivre. Ça peut être du zinc, ça peut être, de l'aluminium, mais c'est sur du cuivre, c'est un choix. Et puis, les eaux fortes, ça veut dire qu'ils sont, les plaques sont, ils baignent dans le perchlorure de fer. Donc, il y a une morsure. Ensuite, on met de l'encre et puis on fait un passage à la presse. Alors, voilà. Mais le propos, c'est surtout que en voulant pratiquer ma gravure, parce que ça se perd, eh bien, j'ai découvert que je pouvais, j'avais comme un propos qui était comme inconscient. Alors, j'ai pris une gravure de la promeneuse d'oiseaux de Chantal Soucy. Et puis, après, j'ai ajouté un texte, mais le texte est parlant. C'est-à-dire, et comment on dit, la petite sculpture devient autre chose que le propos initial. Ça peut paraître compliqué, mais pas tant que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un catalogue, ce qu'on appelle une clé. Alors, vous avez la gravure et vous avez le texte. Avec la gravure et le texte, vous comprenez mon propos. Vous comprenez ce que je veux dire. Ça, ce catalogue-là, est-ce que les gens vont pouvoir le voir ici en venant au Centre d'art? Oui, ici, il y a 2 catalogues. Et puis, vous pouvez vous promener, vous regarder et puis reconnaître la gravure, lire le texte. Et ce sont tous des grands textes. Des textes d'Aragon, d'Anne Hébert, Baudelaire. C'est tout j'ai étudié un peu en littérature. Donc, j'ai pris mes plus beaux textes avec la gravure. Et ça a donné un propos, mais tout autre que la gravure, la sculpture initiale. C'est ce que j'ai découvert. J'ai découvert ça, c'est bien. Vous avez parlé de la promeneuse d'oiseaux, elle est justement derrière vous. C'est quoi aussi l'inspiration, d'où vous est venue l'inspiration pour les différentes œuvres que vous présentez ici? C'est tout simplement ce que je me cherchais des sujets. Quand on est artiste, quand on veut pratiquer notre technique, c'est juste des techniques, hein. Bien, ça prend des sujets. Et puis, j'ai connu Chantal Soucy, de la promeneuse d'oiseaux. Et quand je suis arrivée dans son musée, j'ai eu comme un coup de foudre. Un coup de foudre. Donc, j'ai demandé à Chantal si elle voulait collaborer. Elle m'a envoyé des photos. Moi, ces photos-là, je les ai agrandies et puis je les ai transposées sur ma plaque de cuivre. Et puis, voilà. Il y a à peu près 5-6 techniques de gravure par gravure. Des techniques que j'ai apprises, tout simplement. Donc, les gens vont pouvoir voir 16 de vos œuvres. Quelque chose que vous aimeriez leur dire? Absolument. Venez voir mes gravures. Puis moi, pendant les Perséides qui commencent lundi prochain, je vais être ici, entre 2 films peut-être. Et puis, je peux répondre aux questions. Et puis, si jamais les gens veulent se procurer des gravures, c'est-à-dire l'acheter, alors vous pouvez le faire aussi. Et j'ai aussi des reproductions. J'ai des reproductions, vraiment pas cher. Donc, un petit cadeau de Noël, un petit cadeau de fête, mais voilà. Je vous invite surtout à venir voir mon exposition, puis vous imprégner de ce que moi, je pense d'un
un tout petit, une toute petite sculpture, ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut réaliser. Moi, j'étais surprise. Après le 30, est-ce que c'est prévu que vos œuvres soient exposées ailleurs? C'est mon intention, mais c'est toujours une question d'argent. Donc, ici, je vois que ce soir, il y a une très belle réception, comme il y a eu une belle réception aussi quand elle a été présentée au Échafaud en 21. Donc là, ça me donne beaucoup, ça me donne confiance en moi. Je vais faire un catalogue et puis je pense qu'elle va voyager. Moi, c'est ce que je veux, en tout cas. C'est pas un rêve, là. C'est pas un rêve, ça va se faire. Merci beaucoup. Merci à vous, vous êtes bien aimable. Merci beaucoup d'être venu. La clinique d'optométrie Les Mérions est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Les Mérions. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Les Mérions. 689-5553. Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, un saumon rose, une espèce envahissante, a été capturé en juillet sur la Basse-Côte-Nord, suscitant l'inquiétude du ministère de la Faune qui craint son établissement au Québec. Depuis 2019, 6 saumons roses ont été recensés dans la province. Pour documenter sa présence, le ministère lance un appel à la vigilance des pêcheurs. Si vous en capturez un, il est demandé de le photographier, de le congeler si possible et de contacter le ministère le plus rapidement possible. Selon Radio Gaspésie, le gouvernement fédéral assure qu'il agira pour protéger les emplois canadiens suite à l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane de 35% imposés par le président américain Donald Trump. Ces tarifs visent les produits non couverts par l'ACEUM, après l'échec d'un pacte commercial avant la date butoir. Le Premier ministre a reconnu que des secteurs comme le bois d'œuvre, l'acier, l'aluminium et les automobiles sont fortement touchés. Bien qu'il n'ait pas détaillé les mesures, il a affirmé qu'Ottawa prendra des actions pour protéger les emplois canadiens. Les tarifs sont en vigueur depuis le 7 août. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la Sûreté du Québec a présenté son bilan routier du long congé des vacances de la construction, le qualifiant de pire des 10 dernières années. Au total, 38 décès sont survenus lors de 30 collisions, une hausse marquée par rapport aux 17 décès de l'an dernier. Dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie-Île, on déplore également une hausse avec 3 décès et 3 collisions contre un seul décès l'année précédente. La SQ, qui avait pourtant intensifié ses opérations de surveillance, attribue ces tragédies à des causes récurrentes: la distraction au volant, la vitesse excessive, l'affaiblissement des capacités par l'alcool ou la drogue et le non-port d'équipements de sécurité. La SQ entend maintenir ses efforts de sensibilisation et d'intervention pour les prochains congés. Selon Gaspésie Nouvelle, le nouveau député bloquiste de la circonscription Gaspésie, les îles de la Madeleine-Listigouge, Alexis Deschênes, a annoncé l'embauche de Marie-Josée Lemieux comme sa première attachée politique. Elle sera responsable de répondre aux citoyens des MRC de la Haute-Gaspésie et de la Matanie. Forte d'une expérience variée, notamment en développement de la main-d'œuvre pour les personnes en situation de handicap et en soutien aux femmes victimes, Madame Lemieux apporte son expertise à ce nouveau rôle. Alexis Deschênes se réjouit de son arrivée,
affirmant qu'elle adhère pleinement à la mission de son équipe d'aider les concitoyens et de faire avancer les projets collectifs. D'autres employés devraient être embauchés pour couvrir le vaste territoire de la circonscription. Selon Radio Gaspésie, la ville de Gaspé a installé de nouveaux aménagements au parc du havre de pêche de l'Anse-au-Griffon, incluant des tables et bancs en béton, afin de mieux accueillir les familles. Selon la conseillère Charlie-Maude Giroux-Bossé, l'objectif est aussi de renforcer la protection de l'environnement en renaturalisant l'espace avec des végétaux adaptés. Ces aménagements visent à protéger le fragile écosystème de la plage, notamment les limes des sables et le bois de grève, qui jouent un rôle crucial dans la lutte contre l'érosion côtière. Ces efforts doivent s'accompagner d'un respect strict des interdictions de camping pour préserver le site, dont les installations portuaires ont été cédées à la ville en 2017. Selon Gaspésie Nouvelle, un incendie s'est déclaré le 31 juillet dans l'arrière-pays de Saint-René-de-Matane, s'étendant sur 2,8 hectares. Aperçue par la Saupe-Feu, l'opération a rapidement mobilisé les pompiers du service régional de sécurité incendie de la Matanie et de Matane. L'incendie, qui serait causé par des activités industrielles, est maintenant contenu, mais le risque de propagation reste élevé. 16 pompiers continuent de surveiller le site pour éviter toute reprise. Pour soutenir les équipes sur place, la municipalité de Saint-René-de-Matane a ouvert son centre communautaire pour offrir des repas aux pompiers, une initiative saluée par le directeur Danny Bouchard. L'opération pourrait durer plusieurs jours. Selon Radio Gaspésie, la 21e édition du Festival Musique du Bout du Monde a été un franc succès, avec près de 40 000 visites estimées sur ces différents sites. Le spectacle de Kimoru Cru et Brodaktan a attiré plus de 1200 personnes sous la grande tente. L'événement a réuni 180 artistes et a bénéficié de l'aide de 240 bénévoles qui ont cumulé 3350 heures de travail. Pour l'an prochain, le directeur Novi Marin-Gagné a annoncé qu'une firme sera embauchée pour réaliser une étude de fréquentation plus précise. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés, PNHA, a lancé son appel de proposition pour l'année 2025 à 2026. Les organismes communautaires ont jusqu'au 17 septembre à 15 h pour soumettre leurs projets. Ce programme vise à soutenir des projets conçus par et pour les aînés dans le but d'améliorer leur santé et leur bien-être. Les projets doivent être axés sur le bénévolat et peuvent obtenir une subvention fédérale allant jusqu'à 25 000 $. Tous les détails et les critères d'admissibilité sont disponibles sur le site d'Emploi et Développement social Canada. Selon Radio Gaspésie, l'avertissement de chaleur en vigueur prendra fin jeudi, avec le retour à des températures normales de saison. D'ici mercredi, le thermomètre oscillera entre 30 et 32 degrés et l'humidité fera grimper la sensation de chaleur jusqu'à 40 degrés Celsius. Selon le météorologue Steven Fliesfeder, aucun record de chaleur n'a été établi dans les derniers jours. Les températures devraient chuter à 25 degrés à partir de jeudi, ce qui est dans la normale pour cette période de l'année. Monsieur Fliesfeder prévient cependant que d'autres épisodes de forte chaleur pourraient survenir dans les prochaines semaines. Selon Gaspésie Nouvelle, le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, souhaite revitaliser la première avenue et le secteur du Faubourg avec de l'aménagement urbain, une piste cyclable et des terrasses. Le principal frein est le manque de financement, car les programmes provinciaux actuels ne ciblent que les villes de plus de 30 000 habitants. Parallèlement, la ville veut s'attaquer aux bâtiments commerciaux abandonnés qui nuisent à l'esthétisme. Le maire envisage d'étudier un règlement municipal, à l'instar de Rimouski, qui imposerait une taxe aux propriétaires de bâtiments inoccupés depuis plus d'1 an afin de résoudre cette problématique très prochainement.
Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la 37e édition de la campagne porte-à-porte de l'Association du cancer de l'Est du Québec a débuté le 11 août et se poursuivra jusqu'au 30 septembre. 1207 bénévoles sillonneront le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie et les îles de la Madeleine pour collecter des dons. L'objectif est de financer des services directs pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. L'an dernier, la campagne a permis de recueillir 191 725 $. L'association rappelle aux donateurs de vérifier l'autocollant d'identification et le matériel de sollicitation des bénévoles avant de faire un don. Selon Gaspésie Nouvelle, les services d'obstétrique de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts sont à nouveau suspendus du 9 au 19 août à cause d'un manque d'infirmières. C'est la 4e fois cette année que le département vit une situation semblable. Un plan de contingence redirige les patientes vers l'hôpital de Matane avec un hébergement offert aux futures mères qui en ont besoin. Les femmes enceintes de plus de 36 semaines sont contactées personnellement. Un groupe de travail avait été mis sur pied au printemps pour trouver des solutions à long terme, une nécessité d'autant plus pressante qu'une infirmière avait récemment dénoncé les conditions de logement comme cause du départ de certains membres du personnel. Selon Radio Gaspésie, le syndicat des travailleurs de l'enseignement de l'Est du Québec soutient l'interdiction des cellulaires à l'école à la rentrée 2025, une mesure que 90% des enseignants approuvent. Cependant, la présidente Anne Bernier soulève de sérieuses questions quant à son application. Selon elle, la réussite ne dépend pas seulement du contrôle des appareils, mais surtout de l'offre d'activités pour occuper les élèves durant leur pause. Elle critique l'improvisation du gouvernement qui laisse aux directions d'école la responsabilité de définir les modalités. Le syndicat remet en question la capacité du ministre Bernard Drainville à gérer le dossier. Des exceptions sont prévues pour des urgences ou des raisons de santé. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, les gouvernements d'Ottawa et de Québec ont sélectionné les 11 premiers projets de construction rapide de logements préfabriqués pour des ménages à faible revenu. 3 d'entre eux sont situés en Gaspésie, totalisant 84 unités. Un projet de 24 logements a été retenu à Passepébiac, un autre de 24 unités à Grande-Vallée et un projet de 36 unités à Cap-Chat. Ces logements, qui font partie d'un lot de 336 unités pour l'ensemble du Québec, devraient être livrés l'été prochain. La construction est rendue possible grâce à un investissement conjoint, notamment les 992 millions de dollars du Fonds pour accélérer la construction de logements du gouvernement fédéral et des investissements équivalents de Québec. Selon Radio Gaspésie, la côte est du Canada et des États-Unis fait face à des prévisions d'une saison des ouragans plus intense que la normale. L'administration océanique et atmosphérique nationale américaine maintient ses projections, estimant qu'entre 13 et 18 tempêtes nommées se formeront d'ici décembre dans l'océan Atlantique. De ce nombre, 5 à 9 pourraient devenir des ouragans. Le cyclone Erin en est un exemple récent, ayant atteint la catégorie 5 avec des vents de 260 km/h avant d'être rétrogradé, puis de reprendre de la force aux Caraïbes. Erin devrait ensuite se diriger vers le nord-est, loin des côtes, bien que de fortes vagues puissent toucher la Caroline du Nord. La saison des cyclones, qui s'étend jusqu'en novembre, impacte généralement le Canada de la fin août à octobre. Jusqu'à présent, en 2025, 4 tempêtes tropicales et un ouragan ont été enregistrés. Selon Gaspésie Nouvelle, 2 semaines après son ouverture à Rimouski, l'impact du géant Costco sur les petits commerces est jugé moins important que prévu. L'arrivée du magasin, après des années d'attente, avait suscité la crainte de nombreux commerçants locaux. La mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, y voit une opportunité.
Notant la forte circulation de véhicules du Nouveau-Brunswick sur la route 132, elle souhaite trouver des moyens d'inciter ses automobilistes à s'arrêter à Amqui et à découvrir les commerces de niche et les activités locales. Du côté de Matane, le président de la Chambre de commerce, Denis Lévesque, indique n'avoir eu aucun retour d'entreprise locale signalant une baisse d'achalandage. Un sondage rapide auprès des citoyens révèle que si l'ouverture a attiré la curiosité, la majorité n'entend pas délaisser les commerces de proximité, notamment en raison de la distance à parcourir. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le député bloquiste Alexis Deschênes a contribué à résoudre les délais de permis d'études qui menaçaient la rentrée des étudiants internationaux des cégeps de Matane et de la Gaspésie et des îles. À partir du 6 août, les cégeps ont signalé que les délais de traitement des permis pour les étudiants français étaient passés de 3 à 11 semaines. Monsieur Deschênes et son équipe sont intervenus rapidement auprès d'Immigration Canada. Leurs efforts ont permis de résoudre la situation. Au 21 août, la quasi-totalité des permis avait été délivrés. Le travail se poursuit pour les quelques cas particuliers restants. Selon Gaspésie Nouvelle, un accident est survenu dimanche matin vers 3h45 sur la route James à Saint-Ulrich. Un jeune motocycliste est entré en collision avec un autre véhicule et a été retrouvé inanimé sur la chaussée. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, sa vie étant toujours en danger. Selon la Sûreté du Québec, le conducteur de l'autre véhicule impliqué a pris la fuite sans porter assistance à la victime. Les enquêteurs des crimes majeurs de la SQ sont à la recherche de témoins pour reconstituer les événements. Le conducteur est toujours introuvable. Toute personne détenant de l'information sur cet accident est priée de contacter la centrale d'information de la Sûreté du Québec. Toute l'équipe de Michel et Terry Wheaton vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.